Ali Bongo Ondimba au sommet mondial sur la sécurité nucléaire, la rencontre de haut niveau a débuté ce matin à Séoul en Corée du Sud. Et puis, nouvelle alternance politique au Sénégal. Hier, à l'issue du scrutin présidentiel, Abdoulaye Wade a perdu l'élection et félicité son adversaire. Macky Sall devient donc le 4e président du Sénégal. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, poursuit ce soir son séjour en Corée du Sud. Le chef de l'État prend part au sommet mondial sur la sécurité nucléaire. La rencontre de Séoul est un rendez-vous de haut niveau aux côtés du chef de l'État gabonais. On note notamment la présence du président américain Barack Obama et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. En marge de ce forum, le chef de l'État multiplie les contacts bilatéraux susceptibles de renforcer les échanges économiques avec le partenaire sud-coréen. Le séjour à Séoul du président Ali Bongo Ondimba s'achève demain. Je vous l'ai dit, le Sénégal a écrit hier une nouvelle page de son histoire avec l'élection de Macky Sall à la présidence de la République. Le nouveau chef de l'État a été désigné à l'issue d'un processus électoral transparent, un processus électoral salué dans le monde entier pour les Sénégalais résidant au Gabon. Cette nouvelle alternance politique est le signe de la maturité de la démocratie sénégalaise. On écoute les Sénégalais du Gabon, propos recueillis par Jean-Steve Ndoubenini, Thierry Mandaka. La vitalité de la démocratie, c'est l'alternance. Aujourd'hui, le Sénégal attendait une alternance générationnelle qui s'est produite. Donc nous sommes tout oui aujourd'hui, nous sommes contents de ce qui se passe et nous prions pour que le Sénégal continue de vivre dans cette lancée. Vraiment, je suis trop content. Aussi, je suis trop content nos gens qui vivent ici là. Fier que je suis, fier de la démocratie qui se passe au pays encore. Nous sommes très contents parce que tout ce que les gens pensaient, il a fait que c'est la paix qui règne là-bas toujours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient peut-être avec ces résultats ou avec ces deuxième tour, au premier tour, devait avoir peut-être la violence. Mais il a fait qu'il n'y a pas de violence. Ça m'a d'abord fait donner un sentiment de fierté, de me sentir sénégalais et africain. Ce qui me fait encore plaisir dans mon cœur que le président, avant même le résultat final, avant même 0 heure, à 21h30, il appelle Macky Sall pour lui dire félicitations, il a gagné là vraiment. Félicitations à tout le monde, je suis trop content, je suis fier d'être sénégalais, je suis content de tous les Sénégalais, ceux qui ont montré la démocratie au pays, sans la violence. Le Sénégal est une vieille démocratie comme disent d'aucuns. C'est-à-dire que le président Diouf, en 2000, quand il a été battu, il a appelé son challenger, il l'a félicité. Donc Abdoulaye Wade ne pouvait pas faire moins que ça. C'est ce qu'on attendait de lui. Ce n'est pas une nouveauté quand même. Hein? On se rappelle en 2000, il y a Abdou Diouf qui l'avait fait. Certes, vous me direz que c'était plus tard qu'Abdoulaye Wade, mais l'essentiel c'est l'action qui compte. Qu'Abdoulaye Wade a été fabuleux, a été formidable. Voilà justement pour commenter avec moi cette actualité sénégalaise sur ce plateau, Patrick Zogbekale. Alors Patrick, Macky Sall, cet ingénieur géologue de 50 ans, succède donc à Maître Abdoulaye Wade. Sans attendre la proclamation des résultats officiels, le président sortant a donc téléphoné spontanément hier soir, tard dans la nuit, son adversaire et rival, signe peut-être de l'apaisement après une élection, un processus électoral quelque peu chahuté et quelque peu tumultueux. C'est tout à fait cela, David et Lamita. Il faut donc que la communauté internationale, l'ensemble des observateurs, s'accordent à saluer l'exemplarité du processus électoral qui vient de conduire à la désignation de Macky Sall comme 4e président élu du Sénégal. Tout le monde salue notamment l'esprit chevaleresque du président candidat sortant, Abdoulaye Wade, qui a su saluer et appeler au téléphone son rival et challenger pour le féliciter et lui transmettre ses félicitations
pour la conduite à venir des affaires du Sénégal. Un modèle de fair play à saluer au moment où l'Afrique a bien du mal, et la démocratie avec, à s'enraciner sur le continent. C'est dire que le modèle sénégalais doit faire école. Oui, Patrick Zorbekale, ce n'était pas évident au départ de cette course à la présidentielle pour Macky Sall. Finalement, quelles sont les clés qui ont permis à Macky Sall de remporter le scrutin final? Alors, ce que l'on peut dire à ce niveau, c'est que Macky Sall récolte là les fruits de la constance de son engagement politique. Un engagement politique qui a débuté en tant qu'étudiant très tôt au parti Andijef, parti d'extrême gauche du Sénégal. Macky Sall intègre par la suite le PDS en 1989 à l'appel du président Abdoulaye Wade qui voulait intégrer un certain nombre de nouveaux cadres à l'intérieur du PDS. Il récolte là, le fruit de la constance de ses engagements notamment en faveur de la défense de la démocratie qui postule un certain nombre d'exigences, au nombre desquelles figure notamment l'exigence de liberté et d'alternance. Et c'est justement à ce propos que Macky Sall a dû claquer la porte du PDS. En 2008, il fustigeait notamment le projet de succession dynastique et monarchique mise et élaboré par le président Wade et son entourage pour créer l'APR, l'Alliance pour la République. Il faut dire qu'à côté de Macky Sall a donc joint un certain nombre d'acteurs de la société civile qui ont longuement lutté pour le succès que nous énonçons aujourd'hui. Depuis 9 mois, vous le savez, le Sénégal est dans la tourmente et d'aucuns pensaient que le Sénégal ne devait pas se sortir de cette situation. Eh bien, rien n'en a été. Le processus électoral s'est déroulé normalement et on attend désormais que le président élu donne les premiers signaux forts des attentes formulées par les Sénégalais. Il s'est longuement engagé là-dessus tout au long de ce processus électoral. Il a promis notamment, entre autres, de respecter les institutions de la République, notamment le mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il s'est également longuement engagé, David Elamitsa, à faire baisser le coût de la vie qui est devenu extrêmement onéreux au Sénégal, tout comme il a fait d'énormes promesses en matière de sécurité en Casamance. Dans tous les cas, les Sénégalais attendent beaucoup des signaux forts du nouveau président élu. Merci Patrick Zorbekale pour ces éclairages. Au-delà donc de la victoire de Macky Sall, il convient de souligner que le plus dur reste à faire, d'autant que les partis politiques classiques ne sont plus seuls dans l'arène au Sénégal. Et justement, pour en parler avec nous sur ce plateau, Célestin Nguema Obam. Célestin, bonsoir. David. Avec l'arrivée de Macky Sall à la tête du Sénégal, c'est la configuration politique de ce pays qui est totalement transformée. C'est le moins que l'on puisse dire, David Elamitsa. Plusieurs facteurs, effectivement, ont milité en faveur de l'arrivée de Macky Sall à la tête du Sénégal. D'une part, le courage de l'homme à rompre avec son mentor de longue date, et d'autre part, sa stratégie politique consistant à ratisser large durant 3 ans. Cette démarche a d'ailleurs été payante, pour autant que le Sénégal a vécu ces derniers mois à un rythme effréné de création d'un mouvement structuré à multiples revendications et avec le président Abdoulaye Wade comme cible. Fort de ses atouts politiques, l'ancien Premier ministre de Wade ne pouvait pas ne pas se positionner comme adversaire de son ancien chef politique. Comme sérieux et redoutable adversaire de Wade, Macky Sall l'a démontré en accrochant le président sortant au premier tour. Son rêve est donc devenu réalité hier grâce au soutien des 12 candidats battus au premier tour, dont les plus en vue sont Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, et au ralliement à sa cause de nombreuses organisations de la société civile. Certes, Macky Sall était le candidat de l'Alliance pour la République, mais la victoire appartient à la coalition hétéroclite Macky. Face à cela, le nouveau président de la République du Sénégal devrait maintenant
penser au partage du gâteau, autrement dit, récompenser les artisans de cette victoire éclatante. La première phase de cette distribution sera donc la composition du nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement d'ouverture pourrait être constitué des personnalités du Parti socialiste, de l'Alliance pour la République d'obédience libérale, de l'Alliance des forces du progrès et de la société civile. Pour satisfaire ce beau monde, le président Macky Sall devrait donc user de beaucoup de doigté et de délicatesse, mais pourvu que cette dynamique unitaire se poursuive jusqu'au mois de juin prochain, date des élections législatives, aux grands enjeux également. En tout cas, David et Lamissa, on s'attend à une véritable recomposition du paysage politique au Sénégal. Merci Célestin Nguema Obam pour ces explications. Retour à l'actualité nationale. Le ministre des Affaires sociales, au contact des réalités de son département ministériel ce matin, Honorine Zebitegue a visité notamment le centre social d'Akébé. Blandine Adamvé, Joseph Biyogué. Le centre social d'Akébé a constitué l'étape la plus contrastée du périple effectué par le ministre des Affaires sociales. Entre le logement des handicapés d'une vétusté qui ne dit pas son nom et les boxes qui jouxtent cette structure. Les propriétaires, c'est les handicapés. Là. Vous vendez, il vous paye un salaire à la fin du mois. Il vous paye combien? Bon, par exemple, moi, il me paye 50 000. Mais au-delà de cette situation préoccupante à plus d'un titre, l'accueil a été des plus enthousiastes. Par ma voix, Ousmane Koyal, bienvenue chez nous. La structure est composée d'une crèche, d'un jardin d'enfants, d'un atelier de couture. Quelques problèmes ont été signalés, mais les responsables s'attellent à rendre l'environnement propice à l'épanouissement des tout-petits. Au centre d'éducation préscolaire de Likwala, on note des problèmes d'aération. La structure dispose de 36 enseignants, dont 32 éducateurs, 173 élèves pour 6 salles de classe. Dernière structure visitée, le centre pré-primaire de Bellevue 1. Au terme de cette visite, le ministre a livré ses quelques conclusions. Il y a des constats négatifs, il y a aussi des constats positifs. Nous ferons un assemblage pour qu'un jour, ce qui est décrié aujourd'hui devienne une joie. De ce point de vue, il convient de dire que pour le ministre des Affaires sociales, l'heure reste au constat en attendant que des solutions idoines soient trouvées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Tenu à Franceville du Conseil scientifique et pédagogique de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, les travaux portaient notamment sur le réaménagement du cadre réglementaire pour la gouvernance de l'école doctorale. À Franceville, explication Jacob Mukwangi, Fabrice Lembumba. Voici le splendide panorama de l'université de Massoukou USTM, une institution universitaire à l'heure de nombreuses mutations, suite entre autres à l'avènement du système licence master doctorat LMD. Ici, le président du conseil, professeur Bertrand Mbati et les siens, procède à l'examen d'un arrêté rectoral de gouvernance de l'école doctorale, mais aussi à une auto-évaluation du fonctionnement de la recherche depuis la création de l'institution, afin de lui donner une nouvelle impulsion. Le professeur Bertrand Mbati. Savez vous-même que le LMD doit s'adosser sur la recherche, notamment en sa partie D, mais déjà en sa partie M, il y a une formation à la recherche. Donc il faudrait que les structures de recherche soient revisitées, soient consolidées, afin que nous puissions assumer au mieux nos missions. Mise en place par un arrêté du Premier ministre, le Conseil scientifique et pédagogique joue un rôle de conseil auprès du rectorat pour accompagner les autres instances telles le conseil d'université et les conseils d'établissement. On notait dans cette salle la présence de tous les membres dont bon nombre d'anciens pionniers, comme l'ancien recteur Jacques Lebibi, actuel directeur général de l'école doctorale en infectiologie tropicale, et le professeur Bertrand Mbati, lui, actuel secrétaire général du CAMES basé à Ouagadougou. Des hommes animés de même idéal, faire en sorte que l'université de Massoukou rayonne davantage et qu'elle puisse appuyer la politique d'émergence du président de la République, chef de l'État,
Ali Bongo Ondimba. La Cour constitutionnelle a reçu ce matin le serment des commissaires de la CENAP désignés pour superviser les législatives partielles du 5 mai prochain. Il faut dire que, à l'issue du contentieux électoral, la haute juridiction avait, en février dernier, décidé de la reprise du scrutin dans certaines circonscriptions électorales du pays. Firmin Mbadinga, Victor Mundunga. Je le jure. Je le jure. Mesdames, Messieurs, la Cour prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos missions. Les missions auxquelles la présidente de la Cour constitutionnelle renvoie ces 7 commissions sont la supervision et l'organisation des élections parlementaires du 5 mai qui devront régler la question des recours enregistrés lors des législatives du 17 décembre 2011 et mettre un terme à la vacance d'un siège de sénateur dans la province de la Nyanga. Ces commissions ont été mises sur pied à la suite des décrets 0145 et 0146/PR arrêtés par le président de la République le 22 de ce mois. La garante de la Constitution gabonaise a profité de cette prestation de serment pour faire des recommandations à ses commis de l'État. Messieurs les membres de dites commissions, la Cour vient de recevoir il y a juste un instant votre serment. Vous avez tous ici devant vos compatriotes qui vous suivent par la voie des ondes pris l'engagement d'organiser le scrutin avec probité, avec loyauté. Loyauté vis-à-vis de tous les candidats qui seront sur le terrain. Loyauté vis-à-vis déjà de la loi, puisque vous êtes chargé de la faire respecter sur le terrain. Vos compatriotes gabonais comptent sur vous. Sur vous pour que l'élection se déroule dans les conditions de transparence. Ces commissions composées d'un président, d'un vice-président de la majorité, d'un vice-président de l'opposition et d'un rapporteur général vont être reparties entre les provinces de l'Estuaire, de l'Angonié, de l'Oguelolo et du Wellington, où 6 sièges pour la députation et 1 siège pour les sénatoriales partielles seront remis en jeu. Et justement, pour la suite de ce journal, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de la CENAP, Barthélemy Osangatia, qui vient pour une communication. Communication de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Il est rappelé à l'attention des acteurs politiques intéressés par les élections partielles des députés à l'Assemblée nationale du 5 mai 2012, dans les circonscriptions où le scrutin sera totalement repris, que les principes ci-après énoncés seront appliqués aux dites élections par la Commission électorale nationale autonome et permanente. 1. Seuls les candidats ayant pris part à l'élection du 17 décembre 2011 seront autorisés à se présenter aux élections partielles du 5 mai 2012. Toutefois, les partis politiques disposent de la faculté d'investir des personnes différentes. 2. Pour la confirmation de leur candidature, les candidats doivent remplir le formulaire CENAP et produire uniquement un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, sauf en cas d'investiture d'une personne différente par un parti politique. Dans ce dernier cas, devront être produits une copie légalisée de l'acte de naissance ou du jugement supplétif du candidat, un certificat de résident, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois et enfin
une déclaration sur l'honneur relative à l'article 62 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Fait à Libreville le 26 mars 2012, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, M. René Abogué, est là. Je vous remercie. Merci. Je rappelle que nous étions là avec Barthélemy Osangatia, secrétaire général de la CENAP, venu sur ce plateau pour une communication. La suite du journal, sobriété et pragmatisme à l'occasion de la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans la commune de Mouila. L'événement a été marqué là-bas par des actions à fort impact social. Détails et explications, Léa Bifan, Richard Moubiwa. Des actes au cœur de la célébration ont différé des 44 ans d'existence du Parti démocratique gabonais dans la commune de Mouila. Le partage et la solidarité prônés au PDG se sont concrétisés ici au quartier d'Ourini par cette œuvre du membre du bureau politique, le professeur Léon Zouba, qui a offert aux populations un dispensaire entièrement équipé. Distingués camarades, le président Ali Bongo Ondimba nous a instruit le partage. Mais ce partage doit avoir pour socle le Parti démocratique gabonais. Et par conséquent, l'événement d'un anniversaire aussi important de notre grand parti doit être meublé d'actions sociales, d'actions culturelles. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que sur le plan social, il était souhaitable d'inaugurer le dispensaire à cette date et en même temps, comme cela a été fait à Libreville, de le faire sur toute la journée par des consultations gratuites des gens de Dourouni en particulier, mais aussi de Toumoula. Ce dispensaire se fait donc le devoir d'ouvrir ses portes à la médecine générale, la gynécologie, pédiatrie et au quotidien une distribution gratuite des médicaments. Le PDG répond ainsi à un devoir, le bien-être des populations. Par cette dotation, le PDG, dont nous célébrons le 44e anniversaire aujourd'hui, vient une fois de plus donner l'espoir aux populations de Mouila. L'ambiance était de la partie avec l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais qui a su créer la surprise de ces festivités par une exposition de leur savoir-faire. Pour ce 44e anniversaire, nous avons retenu un certain nombre d'activités en prenant en compte la culture des femmes, c'est-à-dire que tout ce qu'elles cultivent dans leur champ. Et nous avons estimé que ce serait intéressant de venir en aide à ces femmes-là. À travers une soirée à forte coloration culturelle, les militants du PDG de la commune de Mouila ont communié ensemble et ont réaffirmé leur engagement à regarder l'avenir en confiance autour de ces 44 bougies soufflées en symbiose. L'unité a donc prévalu au rythme des sons et de la danse. Même enthousiasme et même liesse pour la commémoration de l'anniversaire du parti à Lambaréné. Les hiérarques et militants de ce parti ont effectué le déplacement de la capitale du Moyen-Ogoué dans un élan d'unité et de cohésion. Yves Mitumba, Arnaud Mengue. Ils étaient plusieurs milliers de militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais à envahir dès les premières heures le stade Assekna à Lambaréné aux fins de commémorer comme il se doit les 44 ans en différé du PDG. Parmi les temps forts de cette célébration, le défilé qui a précédé les allocutions devant la tente officielle des fédérations A et B de la commune, mais aussi les jeunes et femmes du Parti démocratique gabonais réunis respectivement au sein de l'UJPDG et de l'UFPDG à travers les groupes socioculturels. Une forte mobilisation qui, s'il en était encore besoin, montre une fois de plus l'attachement des militants à cette formation politique, selon le secrétaire provincial. En me tournant du côté de la tribune officielle, je vois beaucoup, sinon tous les éminents enfants du PDG de la commune de Lambaréné, en leurs grades et qualités, ainsi que nos pères et mères qui ont servi depuis longtemps notre parti et notre pays, qui ont tenu à être présents et unis en ce 44e anniversaire.
Cela témoigne de leur amour et de leur fidélité à notre parti et démontre que le PDG peut compter sur eux. En présence des hiérarques du parti, le secrétaire national Zéphirin Raïta a invité les uns et les autres à une vaste réflexion, quelques semaines seulement après la victoire écrasante du PDG aux dernières législatives, avec près de 80% de suffrages dans la commune. Au fait, où en sommes-nous depuis que le distingué camarade venant ici en tournée républicaine nous avait invités collectivement à trouver entre nous les solutions à nos petites incompréhensions avant que les solutions ne s'imposent à nous? Est-ce que chacun de nous a trouvé un changement dans son comportement? Ce n'est qu'une question, n'interprétez pas autrement comme ça a été fait l'année dernière. Moment de réjouissance et de réflexion, mais moment de remerciement aussi à l'endroit des populations pour la confiance renouvelée le 11 décembre dernier à Rao et au PDG. Sur les 44 bureaux de vote que compte la commune de Lambaréné, vous avez dit oui à Rao et au PDG dans 41 bureaux de vote. Et la Cour constitutionnelle a confirmé votre choix de la politique de l'émergence incarnée par votre député dans la commune, en indiquant que nous avons triomphé avec 78,50% des suffrages. Pour cette confiance renouvelée, le distingué camarade président du parti, Ali Bongo Ondimba, vous dit merci. Pour le reste, le député de Lambaréné a promis de continuer à œuvrer dans l'amélioration du quotidien des populations de la commune, en plus de ses missions régaliennes à l'Assemblée nationale. Signalons enfin qu'en dehors du membre du comité de concertation, Mme Rose Francine Rogombe, en mission à l'étranger, tous les hiérarques du parti étaient présents. Ce communiqué pour la suite du journal dans le cadre des préparatifs en différé du 44e anniversaire du PDG. Le camarade Vincent Elamenier, membre du bureau politique, député du 3e siège du département d'Untem, invite les membres du Conseil national, du comité central, les militants du parti et les cadres ressortissants des fédérations Koumkes et Omboa à prendre part à la réunion qu'il présidera demain mardi 27 mars 2012 à 17h au siège du parti 6 au quartier Louis. Créer une nouvelle dynamique pour le développement de la Dola, telle est l'ambition de Solange Bonzi, le nouveau député de la localité. L'élu de la Dola vient ainsi de réunir les notables, jeunes, femmes et responsables administratifs pour débattre des problématiques liées au développement de la Dola. Edgar Djembidoukaga. À ces ateliers, 500 participants. Auxiliaires de commandement, chefs de service administratif, notables, femmes et jeunes. Aux côtés de la députée de Ndende, plusieurs cadres de la Dola, dont Yves Fernand Manfumbi, à qui les populations attribuent la dynamique unitaire dans une localité longtemps divisée par la politique. Environ 8 heures de débat pour définir les priorités de développement. Je suis à 12 km de Ndende. Presque tous les étrangers sont sur mon dos. Mais les 30 000 francs comme indemnité de subvention de l'État qu'on me donne ne suffisent pas pour que je puisse répondre à ce besoin. Comme les éléphants nous embêtent trop dans les forêts, donc on préfère avoir un tracteur pour labourer la plaine, pour qu'on ait des plantations tout près de Ndende. Pour convaincre ces populations, les assurances des plus hautes autorités gabonaises ont été relayées la plupart du temps en langue locale. Tout ce qui a été énuméré ne doit pas nous inquiéter. Les activités génératrices de revenus vont créer de l'emploi. Ce que le chef de l'État a promis lors de son passage en Ndende va se faire. Solliciter aussi les moyens de locomotion, la réhabilitation des structures sanitaires et scolaires, l'eau, l'électricité dans certains villages ou quartiers. De toutes les préoccupations qu'elles ont ces populations déclinées, il y a une bonne partie qui a déjà été réalisée bien avant la campagne parce que nous avons toujours fait le terrain de temps à autre. Nous avons installé des pompes dans certains villages. Nous avons, pour le besoin de la canne,
Et dans le souci d'informer nos populations, nous avons doté ces populations, ces villages, des écrans plats et des antennes. La nouvelle députée du département de la Dola a désormais la mission officielle de défendre les préoccupations arrêtées lors des travaux ici en Ndendé. Elle doit s'appuyer sur un comité de sages qui a été mis en place. Et puis pour la fin de ce journal, une nouvelle législation pour réguler l'activité maritime et portuaire en République gabonaise. Le nouveau cadre réglementaire a été présenté récemment aux opérateurs portuaires. Il s'agit d'un texte qui est certes répressif à l'égard des fraudeurs, mais qui offre davantage de flexibilité dans l'exploitation des ports. On retrouve Edgar Ndjembi-Doukaga. Les opérateurs portuaires et les administrations directement concernées par l'exploitation des ports ont entouré la direction générale de l'OPRAG pour cerner les objectifs de performance visés par cette ordonnance. C'est un texte fondateur, un texte qui donne les orientations du gouvernement quant à la modernisation de l'activité de la flotte maritime, à la modernisation des ports du Gabon. La nouvelle législation maritime et portuaire pointe la définition de divers régimes juridiques d'exploitation et de développement des infrastructures portuaires. Une exigence du chef de l'État et un impératif pour le PRAC. Ce texte-là fait une séparation entre les activités commerciales et les activités d'autorité portuaire. Ces textes-là définissent, identifient les activités portuaires, définissent les acteurs portuaires. Ces textes définissent les documents, les conditions pour être désormais opérateur portuaire. Ces textes redéfinissent et fixent, conformément aux mutations socio-économiques, les compétences de l'autorité portuaire qui doit plus veiller à l'efficacité du secteur portuaire, à l'efficacité de la manutention portuaire, des outils portuaires, qui doit veiller à l'attractivité des tarifs portuaires. Si elle facilite l'activité portuaire, l'ordonnance 11/PR 2011 menace les opérateurs portuaires qui ont un penchant pour la fourberie. Ceux d'entre eux qui vont désormais tenter de fournir à l'autorité portuaire des informations erronées sur les statistiques et leurs activités vont payer une amende qui peut atteindre 25% de leur chiffre d'affaires. Et puis se communiquer avant de boucler ce journal dans le cadre des réformes touchant au processus budgétaire. Le directeur général du budget échangera avec les secrétaires et directeurs généraux des départements ministériels, y compris leurs services bénéficiant de l'autonomie de gestion selon le programme ci-après pour la journée du mardi 27 mars 2012 demain. À partir de 9h, ministère de la promotion des investissements, 10h15, ministère de l'éducation nationale, 11h30, ministère de la défense, 12h45, ministère de l'intérieur, 14h, ministère de la famille et des affaires sociales, 15h15, primature. Voilà, madame, messieurs, nous vous avons présenté le journal. Merci. Excellente soirée à tous.